On a du monde. Et bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On va faire les premiers petits réglages avec ceux qui sont déjà là. Je vais me mettre derrière. Est-ce que vous voyez bien les images? Est-ce que vous m'entendez bien? On va voir le retour petit à petit. Alors j'aimerais bien savoir d'où on a des gens, nous. Alors j'ai moi aussi j'ai mon petit là. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai ma régisseuse, ma chérie, qui est juste derrière, qui devrait me donner les messages aussi petit à petit. S'il faut que je parle plus fort, s'il faut que je ne sais quoi. Et puis voilà, on va voir petit à petit. Ou si on a du monde, ah bah voilà, en direct. Ouais, je vois un petit peu ce qu'il en est. Ah voilà, j'ai le retour avec quelques décalages, on a déjà vu personne me connecter. Par contre, je vais couper le fond. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Ah. Alors, on fait ça à la bonne franquette à la maison, vous voyez. On est chez nous. On a installé le décor, un petit décor avec des accessoires de la vie d'antan, puisque ça va être le thème d'aujourd'hui. On va attendre encore quelques petites minutes pour que tout le monde arrive. Installez-vous, hein. Installez-vous, il n'y a pas de souci, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, allez chercher à boire. Pour les pipis, vous n'avez pas besoin de me demander. Vous faites pas de bruit, c'est tout, quand vous partez, quoi. Puis vous revenez, quand même. Donc voilà, en attendant, on peut refaire un petit peu de musique, si vous voulez. Bien. Ma technicienne, ma régisseuse, ma chérie, on a des gens d'où? Que je puisse leur faire des coucous. De Vaugué. De Vaugué? Ah, on a des gens de Vaugué, on a des gens de l'Ardèche déjà. Parce qu'on a les voisins peut-être, on a Martine, Oui. on a Léo, on a Oui. Enzo, les parents également. Peut-être qu'on a les copains de la rue aussi qui sont là, les copains d'Ardèche, les De enfants. Saint-Paul. De Saint-Paul aussi, on a les copains de Saint-Paul, Bruno les copains de Saint-Paul. Alors les Bretons de Saint-Malo quand même. Oui. Aussi, ou des environs de Saint-Malo. Est-ce qu'on a nos Vendéens préférés? Pas encore. Pas encore, ils vont peut-être se connecter petit à petit. Peut-être des gens de Dijon, peut-être des gens de Lyon, des gens de la Lyon, Savoie, de la de Maurienne Lyon, quand même. Est-ce qu'on a oui. des gens de la Maurienne, des copains là? Oui. Oui, ah. De Grenoble aussi. De Grenoble, ah bah c'est super ça. Très bien, très content de vous voir tous, mes chers amis. On va pouvoir attaquer d'ici, allez, encore une petite minute, 2 minutes, tranquillement, histoire que chacun soit à sa place. Et puis vous allez voir que vous allez découvrir un monde un peu particulier. Un monde un peu particulier puisqu'on va parler de nos aïeux. Même pas de nos grands-parents. Les arrière-grands-parents, voire avant, début du 20e. Fin du 19e, début du 20e. Bah écoutez, vous allez voir un petit peu. On va projeter également des images insolites qu'on n'a jamais vues nulle part. Et puis au fur et à mesure, je ponctuerai également tout ça avec quelques explications pour vous faire comprendre ce que vous voyez en vieilles photos et vieilles cartes postales. Et puis surtout, je raconterai des histoires. Et puis peut-être à la fin, s'il y a encore un petit peu de monde qui n'est pas endormi, j'espère que je vais réussir à vous maintenir éveillé pendant une petite heure. Et bon, on fera un petit morceau de zik pour faire un petit clin d'œil à nos copains de la Maurienne et de l'Ardèche, qui sont mes deux patries de cœur quand même, faut quand même pas oublier. Puisque maintenant après avoir passé 20 ans en Savoie, en Maurienne, bah, maintenant je vais rester ici en Ardèche. Mais c'est là, hein. Non, c'est là. Ils sont toujours là, les Mauriennais. Du monde qui arrive, ma régisseuse préférée?
Oui, petit à petit. Ouais, petit à petit. On a des coucous, parce que je le vois pas sur mon retour à moi de toute façon. Je le vois pas trop. Oui. Aurélien, Ah, Aurèle. Bichot. Alors je fais des gros bisous. Alors je me rappelle plus du prénom de ton fils, Aurèle. Et Aurélie. Ouais, parce qu'il y a Aurélien, le papa, Aurélie, la maman. Donc et c'était pas voulu au départ, hein, ils ont fait ça comme ça. Et donc il fallait que je fasse un gros bisou. Un gros bisou à leur enfant, à leur fils, que j'ai vu en photo, qui a fait un super volcan aussi, avec son papa. En tout cas, je te fais des gros poutous. Mon grand, je me rappelle plus de ton prénom. J'ai un neurone, c'est pas facile non plus, hein, quand on n'a qu'un neurone. Et on t'entend, merci Aurèle, c'est bien. Eh bien écoutez, on va commencer, 21h03. Cognin-les-Forges, bah ouais, c'est ça, à Valenciennes. Bonjour Valenciennes. Ah, on a le Médou qui est avec nous également. Ça c'est bon, salut mon père Malik. Marianne, la voisine à côté. Mon Corbier Forever pour mon Médou. Elle est là, maman. La Vendée est à l'écoute. On a le petit Enzo, le Rico Eric de Lyon également. Ça va, mon petit Gratier. Le Enzo, le Léo qui sont à côté, on l'a dit. On a Karine aussi qui est là, le Bichou qui est avec nous, le Coco qui est avec nous. Karine également, on l'a dit tout à l'heure, la Bretonne. Non. Non, l'Ardéchoise, la Gardoise, Ouais. la Milanvoise. Bien. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite, hein, en tout cas. On va attaquer directement. Allez. Alors comment allons-nous procéder? Simplement, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On va partir sur la vie d'un colporteur. Un colporteur, c'est quelqu'un qui se promène, vous le savez, c'est un commerçant ambulant. Et en ce début de XXe siècle, eh bien, il va rencontrer beaucoup de monde sur ces routes, les routes de la misère, comme on les appelle. Parce que justement, en ces débuts d'après-guerre, même 1920, vous savez, à ces époques-là, c'est assez compliqué, tout a été détruit, on n'a plus d'animaux dans les champs pour pouvoir justement cultiver, et donc c'est la famine qui s'installe, et chacun doit essayer de retrouver un petit semblant de vie en inventant un métier. Voilà, histoire de s'occuper, d'avoir un petit peu d'argent aussi pour pouvoir manger à sa faim quand il est possible de le faire. C'est tout ça justement que vous allez découvrir avec des images complètement insolites. Alors juste le temps pour moi de repréparer tout ça. Hop, et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans les petites histoires de la vie d'antan. Et oui, comme je vous l'expliquais, nous allons vous parler un petit peu des métiers de nos anciens, de comment ça se passait avant, de comment ils vivaient, justement. On a eu l'habitude d'avoir beaucoup de facilité. Nous, maintenant, vous allez voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Justement, je vous parlais d'un colporteur tout à l'heure. Et bien le colporteur, il va sillonner les routes et les chemins, il va trouver des mendiants, il va trouver des traînes savates, il va trouver des commerçants ambulants, il va trouver des compteurs, des charlatans, il va trouver tout un tas de monde sur la route, divers et variés, puisqu'on pouvait aussi être sur les routes et essayer de commercer et avec sa femme, son âne, et puis son mari également, donc on y allait en famille. Et le colporteur, vous le voyez ici, le colporteur. On voit une dame, une deuxième dame, il est à l'entrée d'un petit village, eh bien il est en train de proposer des objets qui vont pouvoir justement qui vont être habituels après dans les maisons, puisque je vous le rappelle qu'en campagne, il est assez compliqué de pouvoir avoir du matériel. Le seul qui fait Amazon, entre guillemets, vous allez voir, je fais quelques petites références avec ce que nous avons maintenant, eh bien c'est le colporteur. Au tout départ, les colporteurs n'étaient là que pour amener les almanachs et les livres ou les journaux qui sortaient. Et puis petit à petit, au XVIIIe siècle, eh bien, ils ont pu justement pouvoir commercer et vendre de tout et n'importe quoi. Sauf ce qui était taxé, le sel, le tabac, les allumettes, tout un tas de choses comme ça. Mais on pouvait transporter tout ce qu'on voulait. Là, ce sont des moulins à café, comme on en a ici d'ailleurs. Un moulin à café ici même, vous le voyez, pour les plus jeunes d'entre vous. Alors voilà, j'ai des petits objets, j'ai aussi ma petite brocante qui est là pour montrer un petit peu aux plus jeunes d'entre nous comment ça se passait avant. Si vous avez vos enfants qui sont là, bon ça c'est le côté facile, hein, c'est la version que tout le monde connaît. Alors il n'y a pas la chaîne, ça c'est fait pour accrocher les pattes des chèvres ou des animaux. Voilà. Alors on mettait le café ici, café en grain bien sûr. Hein, bon, je parle pas aux anciens, vous le savez. Hop, on fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, jusqu'à ce que ça tourne bien. Et on récupérait son café, ici bien évidemment. Bon, on avait le café moulu qui sortait à cet endroit-là. Voilà le petit moulin à café. Hop là. Mais on avait plein de sortes de moulins à café différents. Celui-ci vient de ma mémé, perso.
il vient de ma grand-mère, pareil. On mettait le café ici même. Vous voyez? On mettait le café ici, en grain. On refermait, on tournait. On voit là, les engrenages qui bougent. Et on allait récupérer ensuite le café qui était dans un tiroir qui n'existe plus, que j'ai dû perdre à force de partir à droite à gauche. Mais c'est comme ça qu'on récupérait le café aussi. Bon bref, tout ça pour vous dire que, eh bien justement, nos amis les colporteurs, c'est justement ce genre de matériel qu'ils amenaient dans les petits villages et dans les communes. Alors ça pouvait être aussi des étoffes, ça pouvait être du fil à coudre, des aiguilles, ça pouvait être des outils pour que chacun puisse travailler ou réparer même ne serait-ce que ses branches de lunettes. Les femmes pouvaient avoir des étoffes et des jolis tissus, des jolis rubans pour pouvoir fabriquer les vêtements. Et puis on pouvait aussi retrouver tout un tas de personnages un peu particuliers. Parce qu'il faut savoir que dans ce début du siècle, une fois que la guerre est passée, peut-être même avant qu'elle existe cette guerre, puisqu'il y en a déjà eu d'autres, c'était pas si facile que ça de pouvoir s'amuser dans les campagnes. Et oui, sachant qu'au bout d'un moment, on n'avait que ce genre d'animaux qui pouvaient se promener. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, on zoome, Coco, t'as zoomé? Ouais. Alors, allez, vous avez vu, je suis équipé quand même. J'ai pris ma canne. Alors ici, on en voit un, voilà, il est là. Là, on a le patron. Et là, on en a un deuxième. Ce sont des ours. Et oui, des ours, car sur les campagnes, nous avions également beaucoup de montreurs d'ours, ce qui permettait justement d'amener quelque chose de différent dans les villages. Au moins une petite distraction, un petit spectacle. On les voit ici, les ours. Vous voyez? Alors bon, comment étaient-ils traités? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ça permettait, avec d'autres activités, de pouvoir justement égayer un petit peu plus la vie de tous les jours. Alors notre ami le colporteur, que va-t-il faire? Eh bien notre ami le colporteur, il va aller sur les sentiers, et à force de marcher, il va rencontrer tout un tas de choses, de situations délicates, insolites, un peu bizarres. Alors justement, il va tomber sur une situation un peu bizarre ici. On voit que nous avons... Hop, là. On voit que nous avons quelqu'un qui est ici, vous voyez, qui est en train de labourer. Mais qu'est-ce qu'on a qui est en train de tirer la charrue? D'après vous, attention, vous avez 3 secondes, 2, 1. Qu'est-ce que nous avons ici? Le public dans l'assistance? Des chiens, exactement. Alors, pourquoi des chiens? Eh bien, sachez-le, quand je vous disais tout à l'heure qu'on en était à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les champs pour qu'on en arrive à être réduit à faire des labours avec les chiens? Eh bien, simplement, c'est qu'il n'y a plus d'animaux de trait. Plus un seul animal de trait dans les fermes. Les chevaux, les bœufs, les vaches, les taureaux, je ne sais quel autre animal on pouvait trouver. Tous ont été réquisitionnés pour partir sur le front pour les troupes. Et il ne reste plus que les chiens errants ou les pauvres chiens qu'on pouvait retrouver encore dans sa pauvre ferme. Et c'est comme ça que justement les paysans pouvaient encore réussir un petit peu à labourer leurs champs et faire en sorte que la famine ne s'installe pas, puisque sans animaux, comment voulez-vous travailler votre champ? Comment voulez-vous le labourer? Comment voulez-vous ensemencer? Sans animaux de trait, c'est pas possible. Et oui, donc c'est grâce à ces animaux, ces chiens en tout cas, que certains paysans ont pu réussir à s'en sortir. Il y a d'autres animaux quand même qui les ont fortement aidés. Et c'est pour vous expliquer que avec le temps qui passe, eh bien écoutez, les animaux sont utilisés d'une autre manière. Vous voyez bien ici, c'est bizarre. On est dans une ville, avec une charrette ici, et là aussi, un chien. Les chiens taxis. Eh oui! Quand on n'avait qu'un chien pour pouvoir, et qu'on ne savait pas trop comment faire pour manger, eh ben on utilisait son chien, on l'attelait à une petite charrette, et ça nous permettait de rendre service à ceux de la haute société qui ne voulaient pas trop marcher, et ça permettait de se faire un petit peu de sous également. Donc on utilisait les animaux de différentes manières, regardez. Encore un petit chien avec une charrette ici, mais là ce qui arrive va être encore plus drôle, puisque nous avons même les chèvres, qui permettent justement de tirer des petites charrettes. Et le pire de tous, là je pense que certains s'amusaient à faire des courses. Des courses avec les coqs, il est quand même assez gros celui-là, qui est attelé à une brouette, et ensuite on essaye de faire une petite course. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des animaux particuliers qui ont également aidé la plupart de nos paysans à labourer leurs champs, eh ben, en voilà un. Alors c'est quand même étonnant de se dire, mais qu'est-ce qu'un éléphant fait ici, dans un champ? Alors je vous mens pas, hein, c'est une carte postale,
Une carte postale, c'est marqué guerre 14, 15, 16, 17, l'éléphant laboureur. Vous voyez, toutes ces images, ce sont des images qui n'ont pas été photoshopées du tout, c'est du vrai. Qui a été soit scanné, soit récupéré à droite à gauche dans les divers livres et sur internet, ou bref, selon les archives. Savez-vous ce qu'il fait? Allez, 3 secondes, pourquoi? Comment est-il arrivé ici, ce fameux éléphant? 1, 2, 3, hop, réponse. Eh bien écoutez, cet éléphant, il est arrivé simplement par l'intermédiaire du cirque Pinder. Ouais. Le cirque Pinder, je vous le disais tout à l'heure avec les montreurs d'ours. Les montreurs d'ours et les cirques étaient quasiment les seules choses que l'on avait en distraction dans les petits villages. Eh oui! Et justement, Pinder, qui faisait le tour de la France, se rendait bien compte que les petits villages mouraient de faim. Et il a trouvé une solution. Il s'est dit, bah, si tous les animaux de trait ont été réquisitionnés pour le front et que nos amis les paysans ne peuvent plus ni travailler leurs champs, ni faire d'autres travaux, pourquoi moi, avec mes gros animaux, les éléphants, les girafes, les rhinocéros, ou en tout cas les plus dociles, les animaux les plus dociles, pourquoi je ne me mettrais pas à contribution et leur mettrais pas à disposition de manière à ce qu'ils puissent travailler leurs champs? Eh bien écoutez, pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce que Pinder a fait. Il a mis à disposition ses plus gros animaux, qui n'étaient pas dangereux, bien évidemment. Il les mettait à disposition des paysans qui, moyennant le fait que ce soit offert, devaient quand même les nourrir et leur donner à boire. Quand on sait qu'un éléphant, ça mange entre 150 et 200 kg d'herbe par jour, et que ça boit l'équivalent de 200 litres d'eau par jour, je pense que c'était bien de ne pas leur demander d'argent en contribution. Mais c'est pour ça qu'on en a retrouvé à différents endroits en France, puisque là c'est à côté de Blois, vous voyez c'est indiqué ici, c'est en 1941. Alors pourquoi on se dit même en Deuxième Guerre mondiale? Exactement. Même lors de la Deuxième Guerre mondiale, là cette fois-ci, pour avoir copié le cirque Pinder, était toujours présent, on avait Hamar et Bouglione aussi, qui faisaient la même chose, c'est-à-dire que quand ils allaient s'installer dans les petits villages, eh bien, ils mettaient à disposition leurs animaux pour pouvoir travailler la terre. Et le soir, ces mêmes animaux allaient faire leur propre représentation dans le cirque. Donc, vous voyez, une des premières images quand même relativement insolites. Mais vous allez voir que lorsqu'on avait la chance d'avoir encore un bœuf, alors c'est pas un taureau, le bœuf c'est un taureau qui a été castré, c'est la grande différence, donc il est beaucoup plus docile malgré tout, eh bien ça permettait de pouvoir l'atteler, mais ne serait-ce que faire ça, c'était déjà compliqué. Ah oui, parce qu'on estimait que une vache, un bœuf, coûtait 2 fois moins cher qu'un cheval. Le prix d'un cheval, sans rien, hein, sans option, sans rien, c'était l'équivalent de 2 bœufs dressés. C'est pour vous dire. Alors que le cheval, lui, ne l'était pas. Et en plus de cela, même si le cheval coûtait plus cher que les 2 bœufs dressés, il fallait en plus des petits soins pour ce monsieur. Il fallait lui ferrer les sabots, il fallait l'emmener chez le maréchal Ferrand régulièrement, il fallait l'amener chez les bourreliers pour faire en sorte de l'arnacher avec des ustensiles de cuir pour pouvoir tirer les socs de charrue et autres, alors que les bœufs et les vaches, eux, ne demandaient qu'un joug. Un joug de bœuf, comme on dit. Alors, ça se met comme ça, dans ce sens-là. Imaginez-vous, les copains. Bon, je me sacrifie, hein. Je sais pas qui va vouloir venir à côté. Michel, tu veux venir? Non. Et donc, du coup, voilà, c'était accroché comme ça. On accrochait tout ce qu'il fallait là, derrière la charrette ou autre. Et c'était comme ça, justement, qu'on pouvait se permettre de labourer un petit peu avec les joues de bœuf. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait très très peu les chevaux à cette époque-là. Ils coûtaient beaucoup trop cher. Et on a même créé un métier qui s'appelait le galvacher. Le galvacher. Le galvacher, c'était celui qui s'occupait justement des vaches pour différents travaux. Voilà. Donc on utilisait la force des bœufs et des vaches pour pouvoir dépanner les voitures, par exemple. Et c'était très compliqué quand même de les dresser à écouter et à faire des travaux qu'à la base les chevaux étaient habitués à faire. Et on pouvait la retrouver également sur des travaux beaucoup plus compliqués quand on voit la longueur du tronc d'arbre ici, qui continue ici d'ailleurs. Bah vous imaginez bien que les bœufs qui sont ici, ils avaient beaucoup de travail pour manœuvrer. Et encore une fois, voilà, on pouvait amener les tuiles pour les toits des maisons, et c'est comme ça qu'on réussissait à s'en sortir. Passons maintenant, vous allez voir, et on va attaquer la première petite histoire, justement avec l'ancêtre du camping-car, les Vendéens. Il est là l'ancêtre du camping-car, et d'où c'est qu'on est camping-car, bah regardez, hop, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? La petite cabane avec le chien ici, on a les sabots qui sont ici, et vous avez ici
le troupeau de moutons. C'est comme ça qu'on gardait les animaux. Eh ben oui, plutôt que de s'embêter à chaque fois dormir dehors à la pleine étoile, à la pleine lune, et ben au moins on pourrait se permettre de fabriquer sa petite cabane sur roulette, comme ça on se déplaçait avec les animaux et on allait dormir où on voulait. Bon là la tenue, je pense que vous l'avez découverte, vous savez d'où il provient celui-ci, parce que toutes les photos parlent de la France entière. Ben là on est du côté des Landes, justement, des bergers landais. Et ça va être la première histoire que je vais vous raconter, non pas des bergers landais, mais du berger tout court. Puisque, imaginez, nous sommes dans un petit village qui pourrait très bien être le même que chez vous, si vous habitez un petit village ou une grande ville. Et là, bah, dans chaque petit village, on avait l'habitude de louer les services d'un petit berger. Alors, le petit berger, c'était souvent un enfant d'une dizaine d'années, voire un petit peu moins. On rassemblait tous les animaux sur la place du village, que ce soit des chèvres, que ce soit des vaches, que ce soit des chevaux, et on n'avait pas la possibilité de payer un berger par famille. Donc, on faisait en sorte que tout le monde puisse profiter justement de cet instant et des services du petit berger. On se réunissait sur la place du village, chacun amenait son cheptel ou ses quelques animaux, et ensuite, les familles devaient, les unes après les autres, fabriquer le casse-croûte du petit berger. Il était payé en fin de saison ou toutes les semaines, ça dépendait, chacun lui donnait une petite pièce à l'arrivée, voilà, c'était un accord qui était donné au départ. Et surtout, la tradition, c'est que chaque famille devait préparer le petit casse-croûte du petit berger. Ça pourrait être ce qu'on voulait, n'importe quoi, mais chaque famille, à tour de rôle, devait le faire. Et on mettait ça dans une petite besace. Une petite besace qui servait justement pour ensuite aller à l'estive, comme on dit. Là, le petit berger attend tout le monde. Il est tranquille, sur la place du village, en train d'attendre que chacun amène son propre animal. Hop, le voilà qui continue. Et d'un seul coup, que voit-il arriver? Une mamie. La mamie la plus pingre et la plus radine du village. La voilà qui arrive. Et qui s'adresse au petit berger, en lui disant: « Bon, alors, mon gamin, regarde-moi bien dans les yeux. Je vais t'expliquer une chose. Voilà donc ce que je t'ai fait. Dans cette besace, il y a ton casse-croûte de la journée. Oui. Écoute-moi bien, je vais te dire une phrase qu'il va falloir que tu retiennes. C'est autour de l'os que l'on trouve la meilleure viande. Entends-tu, mon gamin? Hein? Oui, c'est autour de l'os que l'on trouve la meilleure viande. Oui, c'est bon, t'as compris? Bon. Allez, prends ton baluchon, prends ta besace, et puis va-t'en. De toute façon, ma cabane, ma maison, elle est là, je te surveille du coin de l'œil. Enfin, celui-là, il est ouvert. Et je regarde bien si tu fais pas des bêtises. Le petit berger rassemble tout le troupeau, de chèvres, de vaches, de bœufs, de cochons, de je ne sais quoi, de moutons peut-être, de chevaux, et emmène toute cette petite troupe un petit peu plus haut sur les stifs, sur les champs qui sont au-dessus du village. Là, la matinée se passe tranquillement, notre petit berger est en train de tailler un morceau de bois avec son petit opinel. On pourrait très bien dire que c'est une histoire qui se passe du côté de nos copains les Savoyards. Et tranquillement, petit à petit, à force de voir les animaux manger, c'est que lui aussi commence à avoir faim. Et oui, il commence à avoir très très faim. Il se souvient de ce que lui a dit la mamie. Il y a un bel os de gigot qui l'attend dans sa besace. Oh, il en a déjà là-bas à la commission des lèvres. Il ouvre sa besace avec un grand sourire, en s'imaginant comment il va se régaler. Et là, il sort un os de gigot. Mais juste l'os. Rien. Pas une fibre de viande. Rien dessus. Il essaye bien d'attraper quelques fibres avec ses dents. De rogner. Il essaie même de lécher l'os. Pour au moins en avoir le goût. Pensez-vous. Rien. Là, il sent qu'il s'est fait avoir par la mamie. La colère commence à lui monter. Voyez? Et il n'a qu'une envie. C'est de se venger. Il a bien les deux vaches de la mamie qui sont là. Il les regarde. Il regarde sur le côté. Et que voit-il? Il voit un pierrier. Vous savez, un éboulement de pierre. Sous lequel toute l'herbe a été recouverte. Il n'y a pas un seul brin d'herbe qui dépasse de cet éboulement. Avec son chien,
Et puis, avec son bâton, il va faire en sorte d'isoler les 2 vaches de la mamie, uniquement ces 2 vaches à elle, et de les mettre sur le pierrier, de manière à les laisser un petit peu là-bas, chercher un petit peu d'herbe à manger, qu'elles ne trouveront pas d'ailleurs. La mamie qui est sur le perron entend ces vaches beugler depuis le haut là-bas. Et ça fait un moment qu'il les entend beugler, puisque là on est quand même au début d'après-midi. Allez-y, faites la vache chez vous pour voir. Ah, il y en a qui se débrouillent bien, quand même. Et là, la mamie sur son perron. Mais qu'est-ce que tu fais, mon gamin? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? La blague qui s'énerve toute seule. Bouge le gant, on dit que quand tu vas rentrer, ça va très mal se passer pour ton postérieur. Et pourquoi qu'il les met là-bas? Et pourquoi qu'il les met pas avec le troupeau? Oh, ben Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? C'est pas possible, ça! La journée se passe comme ça. Au moment de rentrer, le petit berger récupère l'ensemble du cheptel, du troupeau, redescend dans le village et va directement sur la place centrale du village, où là, chacun des habitants vient chercher ses propres animaux. Quand tout à coup, la mamie arrive vers le petit berger. Viens ici que je te dis. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu m'as mis les vaches sur le pierrier là-bas qu'elles ont rien à manger? Regarde dans l'état des pies. Comment veux-tu qu'on arrive à faire ne serait-ce qu'un bol de lait? J'arriverai même pas à faire de la crème. J'arriverai même pas à faire une tome ou un fromage, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, allez, hein, sale gamin. Et le petit berger, sans se démonter le moins du monde, regarde la mamie droit dans les yeux, enfin droit dans celui qui fonctionne, et lui dit: mais mamie, j'ai repris exactement la phrase que vous m'aviez dit tout à l'heure, certes modifiée, et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est autour des cailloux que l'on trouve la meilleure herbe. Vous avez entendu, mamie? Autour des cailloux qu'on trouve la meilleure herbe. La mamie a senti que là, elle s'était fait avoir par un petit jeune. Oui, pourtant la mamie la plus pingre de tout le village. Et bien vous savez quoi? À partir de ce jour-là, ça lui a servi de leçon, certainement. Était-ce peut-être le premier qui lui donnait une leçon comme celui-là, comme celle-là? Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour-là, la mamie a fabriqué les meilleures casse-croûtes de tout le village. Et autant vous dire que la besace du petit berger était pleine de victuailles à craquer. Comme quoi, on a beau avoir de l'âge, on peut aussi recevoir des leçons des jeunes. Merci pour applaudir chez vous, hein. Merci. Merci quand même à tous. Merci. Alors reprenons l'histoire avec notre colporteur. Vous voyez l'image qu'il a vue tout à l'heure, on en était arrêté justement à ces bergers. Il se promène sur les sentiers, le temps de le retrouver justement, on va pouvoir enlever le petit cache. Alors j'en suis, ça c'est fait. Ah bah oui, j'ai perdu le film. Il est là. Et là, c'est là. Hop, voilà. Le colporteur va tomber sur une image un peu insolite, qui est celle-ci. Alors, quel est cet homme et que fait-il? Je vais vous donner la deuxième image, qui fait exactement le même métier que le premier. Que sont-ils en train de faire? Ah, vos 2 amis, voilà, je vais y arriver. Alors, je vous montre le premier. Là. Alors, on voit bien qu'il est en train de regarder ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être une réponse, Joël? Il surveille l'eau, non? Il surveille l'eau, exactement. Je pense que c'est ce que vous êtes aussi en train de vous demander dehors. Dehors. N'importe quoi. Chez vous. Et il surveille l'eau pour quoi faire? Allez, le temps de boire un petit canon, je vous laisse encore un peu de réflexion. Pourquoi est-il en train de surveiller l'eau? C'est quand même, ça peut quand même paraître bizarre, mais je vois à l'ancienne. Ah! Eh bien simplement, bah oui, ça parle d'eau. Ça parle d'eau. Je vous rappelle que nous sommes au début du XXe siècle. Tout n'est pas organisé comme nous l'avons maintenant, surtout pas d'ailleurs. Eh bien simplement, il faut se dire que dans les petits villages et dans tous les hameaux, et même dans les villes en particulier, à une certaine époque, le traitement de l'eau était une corvée que chaque famille devait faire. Alors c'était trouver la source. C'était faire en sorte de l'amener par des canalisations taillées dans le bois jusqu'au centre du village. C'était construire une fontaine. C'était récurer la fontaine, la nettoyer. Et surtout faire en sorte de pouvoir distribuer l'eau équitablement et surtout en période de sécheresse. Vous imaginez bien comment ça se passerait maintenant? Rassurez-vous, à l'époque c'était pareil. De toute façon, tout allait bien quand l'eau coulait, quand l'eau était là. Quand il fallait commencer
à récurer, à nettoyer les canalisations, la fontaine, et que c'était une corvée collégiale pour l'ensemble du village, là forcément, comme on en trouve de partout, il y en a qui ont un petit poil dans la main et qui font en sorte que ce soit les autres qui fassent le boulot. À l'époque c'était pareil, donc ça causait quelques petits désagréments au niveau des relations. Et encore plus lorsqu'on était en période de sécheresse, où là forcément il y en a qui vont se gaver plus que d'autres et qui vont prendre plus d'eau que les autres, et on n'en finissait jamais, c'était des querelles intempestives et sans arrêt, si bien qu'à un moment donné, les communautés, les collectivités, les municipalités, voilà, c'est le terme que je cherchais, ont embauché des gens, des fontainiers ou des gardes-fontaines. Voilà, c'est ces deux hommes-là. Vous voyez, on voit qu'il a quand même le képi, qu'ils ont un costume également pour les aider, képi également. Donc leur métier à eux, bah, c'était de garder l'eau. De garder l'eau, de faire en sorte que les canalisations, que le bassin, bah, il avait récupéré tout le boulot que les familles devaient faire eux-mêmes. Voilà. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il fallait également trouver une source, c'est lui qui devait la trouver, c'est lui qui devait l'aménager, c'est lui qui devait l'amener au centre du village, c'est lui qui devait nettoyer, et surtout c'est lui qui devait réguler la distribution, et surtout en période de sécheresse. Du coup il y avait beaucoup moins de problèmes, ou en tout cas, il n'y avait plus qu'un seul homme qui avait les problèmes de tout le monde. C'était donc le garde-fontaine. Et notre ami colporteur va continuer son chemin. Il arrive près d'un petit village, mais juste avant ce petit village, il voit justement, il entend un bruit un peu bizarre dans la forêt. Et il va découvrir cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on a une petite réponse? Joël, par exemple? Par exemple, on n'est que 2 ou 3, hein, donc ça va être vite. Alors, je vous aide. Là, il est dans une forêt. C'est quelqu'un qui est également... Il est en train de couper les brindilles de bois. Il est en train de couper le bois, exactement. Il est en train de faire ce que l'on appelle des margotons. Ah bon? Ouais, des margotons, en fait, ce sont des petites bûchettes qui font à peu près cette taille-là, et d'un diamètre de 12-15 cm à peu près, et également des margotins. Et cet homme-là, on l'appelle le margoteur. En fait, pour vous résumer, pour vous donner une petite idée de ce que ce serait maintenant, c'est celui qui fabrique les allumes-feu, pour mettre dans la cheminée ou pour mettre dans le barbecue. Eh oui, imaginez-vous, à cette époque-là, on n'a pas de chauffage central, on n'a pas d'isolation dans les maisons, ce sont des maisons en pierre. Et selon les endroits où on se trouve en France, ou même de toute façon l'hiver, il fait extrêmement humide ou extrêmement froid. Le seul moyen que l'on ait pour pouvoir se réchauffer et ne pas attraper trop de maladies dues justement à cette humidité, bah, c'est de faire du feu. Du feu dans la cheminée ou du feu dans le poêle, si on a un poêle. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, quand la région est humide ou quand le temps est humide, on est bien content de trouver les allumes-feu du margoteur, les margotins, donc c'est des petits foyers qu'on peut jeter, c'est comme si c'était maintenant, hein, on voit les petits cubes inflammables, c'est exactement de la même manière, et les margotons, donc son métier était relativement important, c'était quelqu'un qui se baladait sur les routes à longueur d'année, et qui vendait ensuite son bois et ses margotins, c'est comme ça que lui, en l'occurrence, réussissait à se faire un petit peu d'argent, un petit peu de sous pour pouvoir se nourrir lui et sa famille, parce qu'il embauchait souvent l'ensemble de la famille. Et il passait, il dormait, il se faisait des maisons de fortune dans les bois, à proximité des villages, pour pouvoir les vendre plus facilement. Notre ami colporteur, je continue, va ensuite arriver, juste après le margoteur, il va entrer dans un village et entendre un bruit. Des cris, mais des cris, oh là 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 là, des cris épouvantables. Et sur quoi va-t-il tomber? Sur ça. Alors je ne sais pas si on voit bien, j'en ai une plus importante. C'est un dentiste? C'est un dentiste, enfin, dentiste, Bien. comme on pouvait être dentiste à l'époque. Alors, si on était en ville, eh ben, on s'habillait bien. Vous voyez, on avait une belle tenue, on avait une belle pancarte, on n'avait pas du tout fait d'études de dentiste ou quoi que ce soit. À cette époque-là, il n'y avait pas besoin. Les diplômes n'existaient que très très peu, et on pouvait s'inventer n'importe quel style de métier. C'est justement ce que je vous fais découvrir, vous allez en découvrir encore plein d'autres derrière. L'arracheur de dents. Alors, dans les petits villages, il faut quand même savoir qu'on n'avait pas de praticiens qui étaient dans les petits villages. Donc on utilisait un peu les personnes qui avaient les ustensiles adéquats. Genre ça. Vous voyez? Donc ceci, c'est une tenaille. Et qui était celui qui avait ce genre d'ustensiles dans les petits villages? Forgeron. Le forgeron, le maréchal ferrant, bien joué. Bien joué, Joël. Non, non, mais c'est bien, nickel. Je suppose que vous avez la même chose chez vous. Alors le problème, c'est que c'était ça. C'est que, autant vous dire, vous imaginez maintenant déjà rien qu'avec toute la technologie, on va chez le dentiste. Que quand on peut plus supporter la douleur,
ou alors qu'on n'a plus de médicaments. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Il fallait supporter la douleur le plus longtemps possible. En plus, avec l'hygiène qu'on avait à l'époque, je pense qu'on avait souvent les dents carriées. Quoi qu'il en soit, on attendait le strict dernier moment pour aller se faire... alors, soigner les dents, c'est un bien grand mot. Non, laisse-le pour l'instant comme ça. Surtout se faire arracher les chicots. Vous imaginez, on vous met sur une chaise, l'autre il arrive, avec sa tenaille comme ça, vous imaginez, franchement, la vue. Alors déjà, nous on flippe comme ça d'aller chez le dentiste, mais alors vous imaginez à l'époque, de voir un bestiau pareil arriver sur vos chicots? Non mais, c'était un truc de malade, hein. Moi je serais jamais allé là-bas, j'aurais été comme tout le monde. Hein. Ah bah ouais, non. On comprend pourquoi sur l'image, limite le gars est attaché. Alors c'était bien, parce qu'on disait, c'était quoi le dicton? Enfin la phrase, c'est... Menteur comme un arracheur de dents. La phrase était vraie, et la phrase était juste. Ben oui, parce qu'on arrivait là-bas, alors si c'était le maréchal Ferrand ou le forgeron, bah on allait soit dans son atelier, soit dans une écurie, soit chez lui dans une petite pièce réservée à cet office-là. On s'asseyait, on était là... voilà, Marcel. Oh Marcel, alors c'est où ta belle? Quoi? Attends, je comprends rien. Non, me touche pas, tu vas me faire mal. Oh, je vais te faire mal, mais tu serais pas un petit peu douillé, toi, quand même? Ah oui, parce que si on avait mal, c'est qu'on était douillé. Ah oui, la douleur n'existait pas chez les dentistes ou les arracheurs de dents. Ah oui, alors un petit coup de gnôle par-ci, un petit coup de gnôle par-là pour préparer le patient. Il n'y avait pas d'anesthésie. L'anesthésiant, c'était la gnôle. Et puis on l'asseyait, et on lui disait, bon là, où c'est que t'as mal? Ok, alors j'ai pas tout compris, mais alors j'ai l'impression que c'est celle-là. Et là, crac, et crac. Et là on entendrait un cri. Imaginez-vous la place de celui qui se fait arracher la dent. Vous auriez pas crié, vous? Moi aussi. Et ça c'était bien. On repartait quand c'était fait, encore un petit coup de gnôle, histoire de masquer un peu la douleur. Et on repartait avec son ruban sur la tête, comme un œuf de Pâques. Exactement les mêmes images qu'on voit dans les dessins animés. La même. C'est tiré de justement ce genre d'expérience. Et ça, c'était bien. Mais c'était bien quand le gars, il avait arraché la bonne dent. Parce que il pouvait très bien arracher la mauvaise. Et là, on était parti on était parti à arracher toute la série de dents jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Alors vous imaginez bien que de temps en temps, on était obligé de s'attacher pour éviter de partir en courant. Hein? Regardez, il lui met même le genou. Elle est plus petite, hein. En qualité, je ne sais pas si on va la voir. On la voit ici. Ouais, c'est bon. Et puis, bah, il pouvait aussi arriver qu'on fasse ça dans les grandes villes. Ah, mais, voilà. Dans les grandes villes, on avait aussi ce service-là. Ambulant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais, donc là, on voit la foule, on voit les bâtiments de la grande ville, et là, ici, on distingue une diligence. C'était le cabinet du praticien. Du dentiste, on va l'appeler dentiste. C'était le cabinet du praticien. Et en général, il arrachait les dents devant, à la vue de tout le monde, de manière à ce que le patient crie le moins possible pour éviter de se taper la honte. Ah bah ouais. Et juste au-dessus, on avait souvent la place pour laisser un orchestre, quelques musiciens. Vous savez à quoi ils servaient, ces musiciens? Pour pas qu'on entende les bruits. Exactement. Ils servaient à cacher les bruits et les cris des gars qui étaient en train de se faire arracher les chicots. Et là, tout le monde se moquait. Enfin, se moquait, pas bien longtemps, hein, parce que quand c'était à son tour de passer, c'était la même. Donc, vous voyez, encore une fois, le métier d'arracheur de dents a bel et bien existé. Et quand on disait menteur comme un arracheur de dents, là aussi, cette phrase a bel et bien existé, parce qu'il vous racontait tout un tas de salades en vous faisant croire que ça ne faisait pas mal. Je vous rappelle qu'on se faisait soigner avec ça. Et ça, franchement, je pense que ça fait mal. Je vais la laisser là. Ouais, mais elle me fait faire des cauchemars, cette pince. Je sais pas vous, mais moi, oui. Allez, on va continuer un petit peu. Et pour les métiers insolites, je vous disais tout à l'heure, les gens étaient obligés d'inventer des métiers ou de découvrir une nouvelle profession parce que personne d'autre ne pouvait la faire dans le village. C'était le cas de l'arracheur de dents, et c'était le cas également de ceux qui servaient de coiffeurs, avec la fameuse expression « la coupe au bol », qui a vraiment existé. Et là, je crois qu'on est... ce serait pas une coiffe de la Bretagne, ça? Les Malouins? Ouais. Ah, il me semble bien. Ouais. Donc, vous voyez, il y en a de partout en France. Hein. Et là, justement, ce qu'on voit ici, là, C'est le bol. c'est le bol.
Alors, à cette époque-là, on s'ennuyait pas. Hein. On n'était pas là en train de faire la coupe à la Ronaldo, la coupe à la Kardashian, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il fallait être efficace. Les femmes, chignon. Les hommes, tout ce qui dépassait du béret, on coupe. Donc c'était plus facile. On s'embêtait pas avec ça, on n'était pas là pour ça. Même les vêtements, on était juste là pour travailler et faire en sorte de vivre, voire de survivre. Donc autant vous dire que là, quand les cheveux dépassaient, eh ben on allait chez le coiffeur, on mettait le bol. Il y avait différentes tailles de bol chez la personne qui servait de coiffeur, selon la taille des têtes. Et comme ça, hop, on posait le bol, comme il est là, et on coupait tout ce qu'il y a autour. Et c'était réglé en 2 temps, 3 mouvements. Oh, la léontine, là, alors le généon, qu'est-ce que je dois faire avec ta maudite tignasse, là? La Germaine, ce que tu vas me faire, là, tu vas me couper la frange, là, bien en haut du fond, et puis tu vas pas me dégager les oreilles, là, hein? Oui, moi, ils m'ont pas loupé, il n'y a pas besoin de bol. Tu vas bien me dégager les oreilles, au-dessus des oreilles, hein? Comme ça, au moins, ça pourra tenir jusqu'à la fin de la moisson. Bout! T'inquiète donc pas, t'inquiète donc pas. Donc voilà, ce qui était justement le coiffeur et l'expression que l'on avait qui était la coupe au bol. Allez, on va continuer, on va se rapprocher de notre prochaine petite histoire qui va pas être des plus gaies. Oui, parce que là on va parler du travail des enfants. Là, lorsque notre colporteur commence à rentrer dans ce village, il va également à la sortie découvrir, comment vous dire, un marché aux bestiaux. Et dans ce marché aux bestiaux, il va être quand même très étonné de découvrir des enfants. Des enfants? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Vous avez vu la taille qui peut... celui-ci est grand, hein? La taille par rapport aux bestiaux derrière. Mais qu'est-ce que pouvait faire cet enfant? Alors oui, on peut dire c'est un petit berger qui s'en occupe. Non, c'est pas son métier. C'est pas son activité principale. Son activité principale, c'était d'être... Où est-ce qu'il est? Je le trouve plus. Bon, bref. Son métier, c'était de garder, d'amener les vaches et les bœufs à l'abattoir. Ouais. Alors ils avaient, là, ils devaient avoir 6, 7 ans, 8 ans maximum. Donc ils devaient les nettoyer, ils devaient faire en sorte de regarder si tout allait bien, et de les préparer pour les emmener à l'abattoir. Quand on sait qu'un animal sait qu'il va mourir, autant vous dire que les petits-enfants se faisaient souvent embrocher d'un coup de corne, et malheureusement pour eux, ça se finissait souvent très mal. Mais à cette époque-là, les enfants devaient travailler pour subvenir aussi aux besoins de l'ensemble de la famille. Il y a d'autres métiers qui sont apparus. Parce que des enfants comme ça, on en a vu de partout sur les routes. Et notamment des enfants bien particuliers de la Maurienne, entre autres, parce qu'il y en avait dans toutes les régions de France, mais surtout de la Maurienne. Et là, je fais un petit coucou à mes copains de la Maurienne. Je vais vous raconter l'histoire des ramoneurs. Et oui, les petits ramoneurs. Et là, je vais même vous parler d'un petit village qui s'appelle Alban. Alban, c'est un petit village qui n'était pas très loin d'où j'habitais. Et je fais un gros bisou à tous les Montrichelins, les Albagnots et autres. Bref, Alban, c'est un petit village de montagne, accroché sur une pente de montagne, voilà, en Maurienne. Et à cette époque-là, quand on avait des enfants, on ne pouvait pas les garder tout l'hiver. C'était pas possible. Surtout que l'hiver, la neige recouvrait tout dans les montagnes. Et on ne pouvait pas cultiver des champs. Donc la plupart des enfants, souvent, ils allaient soit sur les routes pour travailler, comme colporteurs, comme je ne sais quoi d'autre encore, ou dans les usines quand elles commençaient à grandir et à se développer, où ils essayaient de se débrouiller pour faire tout un tas de métiers particuliers. Et là, en l'occurrence aussi, le métier de ramoneur. Et là, je vous parlais du petit Zian. Un Zian, c'est un prénom particulier, un prénom bien savoyard, bien moyennet. Le petit Zian d'Alban, il a 6 ans. Et depuis qu'on a instauré l'obligation de nettoyer les conduits de cheminée, eh bien, les enfants sont obligés d'aller travailler, mais les petits enfants. Et oui, quand vous êtes trop grand, trop costaud, vous ne passez plus dans les conduits de cheminée, les copains. Donc on est obligé de prendre des enfants en bas âge, qui vont encore pouvoir se hisser dans les conduits de cheminée. Et c'était comme ça que faisaient les ramoneurs. Alors le chef des ramoneurs, il est arrivé. Ouvrez! On ouvrait la porte. La femme de maison ou le maître de maison ouvre la porte. Bonjour, je suis le chef des ramoneurs et je viens chercher votre enfant. Si vous le souhaitez, je le récupère pour quelques mois. Il va venir avec moi, je vais lui apprendre le métier de ramoneur. Rassurez-vous, je vais bien m'en occuper, je vais le nourrir comme il faut. Et surtout, il pourra revenir chez vous à la belle saison au printemps avec des pièces qui vous serviront bien tout le reste de l'année.
Hein? Alors, ce que je fais, monsieur, madame, bah écoutez, je vous laisse le préparer. Hein? Alors, vous me donnez un petit baluchon avec de quoi manger. S'il a un petit animal de compagnie, bah vous lui mettez avec lui, parce que ça va lui servir aussi quand il ira travailler dans les grandes villes. Et puis, une bonne paire de galoches, de codasses, et puis c'est parti. Hein? Donc, je repasse demain, je vais faire le tour de tout le village, je repasse demain pour récupérer les enfants. Merci, monsieur, dame, à demain. Voilà comment ça se passait. Le tout, c'est qu'il fallait après expliquer. Il fallait expliquer, oui, si tu veux. Il fallait expliquer ensuite à ce petit bonhomme, à ce petit Zion, pourquoi il allait partir sur la route, pourquoi il allait quitter sa famille. C'est la première fois que ça lui arrive. Sa maman lui a trouvé une idée. A trouvé une idée imparable. Elle lui dit, tu sais, mon petit Zion, il va falloir que tu partes sur les routes pour aller travailler. Tu vas t'éloigner de notre famille. Mais tu reviendras et quand tu reviendras, tu auras grandi, tu seras devenu fort, tu auras appris un métier, et ça c'est très bien. Ah oui, mais maman, pourquoi il faut que je m'en aille? Pourquoi qu'il faut pas que tu viens pas, toi? Ah non, mon petit Zion, je peux pas venir, j'aimerais tant t'accompagner. Par contre, tu sais que tu vas devoir partir pour aller ramener les cheminées. Ramener les cheminées, c'est quoi, enfin, dire la ramener de la cheminée? Ramener les cheminées, c'est pour nettoyer tous les conduits de cheminée. Chaque maison a un conduit de cheminée à nettoyer. Tu imagines tout le travail que tu vas faire? Ouais, mais moi, je veux pas, alors, je veux pas, moi, faire les conduits de cheminée. Et la mère est obligée de lui trouver quelque chose, quand même, une petite astuce. Elle dit, mais, écoute, mon petit Zion, sais-tu que, grâce à cela, tu vas devenir le meilleur ami d'un personnage très important? Le maire du village? Mais non, non, plus important que le maire du village. Le président de la République? Non, non plus. Plus important, qui amène des cadeaux. Papa? Non, qui amène des cadeaux l'hiver quand il neige, à Noël. Et là, on voit le visage du petit Zion qui s'illumine, qui passe du je réfléchis à j'ai trouvé, et j'ai compris, et je suis trop content. C'est le Papa Noël! Ah, c'est le Papa Noël! Papa Noël! Papa Noël! Non, Zion, viens. Non, je n'ai pas dit qu'il était là. J'ai dit que grâce à toi, le Père Noël allait pouvoir passer dans les conduits de cheminée sans jamais salir son bel habit rouge pour distribuer les cadeaux. Et grâce à ça, toi, mon petit Zion, tu vas devenir le meilleur ami du Père Noël. Moi je vais être le meilleur ami du Papa Noël! C'est moi! Imaginez un petit bout de chou de 6 ans. Quand même. Et les ramoneurs avaient une petite habitude. C'est-à-dire que lorsqu'ils partaient, ils étaient petits les ptios. Quand ils partaient sur la route, on avait l'habitude, les parents, de leur offrir ou de leur donner un petit animal de compagnie. Ça pourrait être une petite souris, un petit rat, un petit écureuil, une marmotte pour ceux qui habitent en montagne. Alors à quoi ça servait? Ça servait déjà à faire en sorte d'avoir un petit peu de compagnie. Et puis aussi, quand on était dans les grandes villes, les citadins n'avaient que très rarement vu des petits animaux dressés comme ça. Donc on faisait en sorte de les dresser, de leur faire des petits tours de passe-passe, faire une petite roulade, donner la papate, aller chercher un truc. Et comme ça, quand la fin du travail était terminée dans les grandes villes, ça permettait, quand les petits ramoneurs allaient dans les rues, le soir, de récupérer des petites pièces supplémentaires. Mais là, le petit Zion, il n'a pas de petit animal. Il va devoir partir sur les routes. Le chef des ramoneurs est passé, il a cogné, il a récupéré tous les enfants du village et des villages alentours. Et les voilà qui partent vers la première grande ville, la capitale de la Savoie, Chambéry. Mais sur le chemin, le chef des ramoneurs leur apprend. Bon alors les gamins! Bon alors maintenant vous êtes plus avec vos parents là. C'est fini de chouiner! Sinon vous allez la prendre celle-là. Tu la vois celle-là? Tu te tais! Bon et t'écoutes ce que je dis. Bon les gamins! Alors pour ramener une cheminée, on prend sa petite raquette en métal, tout attaché. Et on racle comme ça. D'un côté, de l'autre, encore de l'autre, et on se tourne. Et on fait ça, on commence par le bas, on fait ça en montant. D'abord de bas en haut, et ensuite de haut en bas. T'as bien compris? Répète après moi. D'abord de bas en haut et ensuite de haut en bas. C'est bien, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Bref. Et c'est comme ça qu'il leur explique le métier de ramoneur, sur le chemin de Chambéry. Mais le petit Zion, à un moment donné, il voit dans le fossé
un petit truc qui bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il laisse le groupe partir. Qu'est-ce que c'est? Il voit un petit truc, il essaie de le saisir, Ah non, il nous applique. et il voit un petit animal, gros comme ça. Il le prend dans sa main. Vous savez ce que c'est? Un petit hérisson. Mon petit bobo, elle m'a piqué le nez. Il se dépêche d'aller rejoindre le groupe. Attends, petit hérisson, je vais te mettre dans ma besace et je vais te donner un petit bout de pain que ma maman m'a donné. Hop, il plante son petit hérisson dans sa besace et part dans la direction de Chambéry. Là, une fois arrivé dans la grande ville, le chef des ramoneurs répartit les équipes. Bon alors, vous allez pas là, de ce côté-là, de ce côté-là. Et je veux vous entendre crier. Vous avez bien compris? Je veux qu'on vous entende. Et on voit tous les gamins dans la rue et on entend Ramoneur, Chaminet, Ramoneur, Chaminet. Les fenêtres s'ouvrent. Et les gens viennent voir un peu ce qui se passe. Et on demande aux petits ramoneurs de monter dans les maisons pour aller pour nettoyer les cheminées, tout simplement. Le petit Zian, lui aussi, il va. Il prend sa petite échelle, 4 ou 5 barreaux maximum. Ça sert à rien d'avoir une grande échelle puisqu'on passe par l'âtre de la cheminée. L'âtre de la cheminée, c'est l'endroit où on met le chaudron, où on met le feu. Voilà, on passe par l'intérieur. Il met sa petite échelle, monte ses quelques barreaux, prend sa petite raquette, et puis il commence à se hisser, il faut qu'il la raclée avec les coudes, avec les genoux. Il se fait mal dans tous les sens, ça saigne de partout, il arrive pas à respirer. Il fait tellement chaud qu'il a beaucoup de mal à respirer. Heureusement, pour son repérage, il a posé son petit hérisson à l'extérieur de la cheminée, tout en haut. Comme ça, une fois qu'il a fait le premier aller, il a un petit peu de papouille de son animal. Ça lui redonne un petit peu de cœur à l'ouvrage et il peut redescendre pour continuer. Lorsqu'il arrive tout en bas, une fois qu'il a terminé son travail, la femme de maison, la maîtresse de maison est ravie de son travail. Il a nettoyé tout ce qu'il fallait. Elle est prête à lui donner une petite pièce. Quand tout à coup, on entend un bruit bizarre. Ça fait... Et là, les deux se retournent. Et qu'est-ce qu'ils voient dans la pièce principale? Un immense nuage de suie qui est en train d'envahir toute la pièce. La maîtresse de maison qui commence à s'emporter et qui dit: mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu te rends pas compte, mais qu'est-ce que t'as fait? Je te préviens, t'as intérêt à nettoyer tout ça, parce que sinon je vais le dire à ton chef. Oh non, madame, ne dites pas, mon chef, il va me taper dessus. Non, s'il vous plaît, ne dites pas. Non, je vous promets, je vais tout nettoyer. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, mais je vous promets, je vais tout nettoyer. Non, ne me frappez pas, ne dites pas, mon chef. Le petit Zian va ouvrir la fenêtre, faire en sorte d'évacuer un maximum de poussière de suie, car c'est de la suie, va nettoyer tout ce qu'il peut, et une fois que le nuage s'est dissipé, il va distinguer dans l'âtre de la cheminée, juste un petit peu devant d'ailleurs, une petite boule toute comme ça. Il va s'approcher, il va dire: mais qu'est-ce que c'est? Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment t'as fait pour arriver là? C'est son petit hérisson. Le petit hérisson qui était sur le haut de la cheminée à l'extérieur. Certainement que quand il a vu son petit maître redescendre dans ce trou noir, il a voulu voir où il partait. Et à force de trop se pencher, le petit animal est tombé. Mais le plus étonnant, c'est que lorsque le petit Zian regarde par le conduit de cheminée, il découvre un conduit impeccable, comme jamais aucun petit ramoneur n'avait réussi à le nettoyer jusque-là. Bon, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Ah ouais, on sert à tout. Hey, c'est grâce à cela maintenant que tous les ramoneurs ont un ustensile très important. Fini les raclettes où on est obligé de monter dans les conduits de cheminée. Fini les enfants qu'on est obligé d'exploiter pour travailler, pour pouvoir aller dans les conduits de cheminée car ils sont plus petits que les autres. À partir de ce jour-là, le petit Zian va avoir une idée. Il va fabriquer, grâce à son hérisson, un ustensile très particulier. Une grosse boule de poil. Une grosse boule de poil comme on voit ici. Tiens, on va enlever le cache. Une grosse boule de poil comme on voit ici. De poil dur. Dur comme les piquants du hérisson. Que l'on appelle de toute façon le hérisson. Exactement. Vous imaginez que sans cela, il serait peut-être encore en train de racler, on serait peut-être encore en train d'utiliser les enfants pour nettoyer les conduits de cheminée. Heureusement que le petit Zian est passé par là. Heureusement que le petit Zian est parti avec son petit hérisson. Parce qu'en fait, grâce à lui, les ramoneurs peuvent faire leur travail directement du toit ou de l'intérieur ou du bas de la cheminée sans même avoir besoin de monter.
et dire que cette merveilleuse idée est arrivée avec une autre merveilleuse idée, celle de devenir le meilleur ami du Père Noël. Merci les copains. Et bon, et ça tourne à force de parler. Donc vous voyez les petits ramoneurs, pas évident. Allez, là on va faire une petite série de photos sans trop d'explications. Juste, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un enfant, on est d'accord, qui transporte une horloge. Je vais vous en montrer une autre. Ce sont de véritables images, hein, c'est pas du faux. Il n'y a rien de travail, il n'y a rien de trafiqué, ce sont de véritables images. Combien j'en ai de celle-ci? Regardez, je vous en montre encore une, non, pas celle-ci. Bah, du coup, elles sont toutes mélangées une photo. Eh bien, c'était des jeunes qui, encore une fois, devaient travailler, et pour travailler, ben, ils n'avaient rien trouvé de mieux que d'aller voir les horlogers. Et comme à cette époque-là, on n'avait pas de montre, le seul moment de savoir l'heure qu'il était, c'était de regarder la pendule qui était sur le clocher du village. Mais tout le monde n'habitait pas à côté du clocher. Et surtout dans les villes, où on était par quartier. Donc, pour pouvoir savoir l'heure qu'il était, ben, on avait un petit service qui était rendu par ces jeunes. Ils allaient chez les horlogers, ceux qui confectionnaient les montres, les premières montres. Ils récupéraient leur costume et ils allaient faire le tour des quartiers ou le tour des petits villages pour donner l'heure. Voilà, exactement. C'était un autre métier qu'on pouvait découvrir. Alors des métiers qu'il a fallu inventer. On avait celui qui était raccommodeur de parapluies, parce qu'on ne jetait rien. On avait celui qui refaisait les abat-jours. On avait ceux qui réparaient les assiettes ou la vaisselle. On recollait tout ça. Et oui, on ne jetait rien à l'époque, tout serait utilisé. Donc c'est pour vous dire. On réutilisait même tout ce qui était nourriture. Oui. Alors là, on a les poissardes, ou alors les poissons, on a les poissardes et on a surtout les regrattiers. Alors je ne sais plus où vous voyez les regrattiers, bon, vous ne voyez pas. Les regrattiers, c'était ceux qui faisaient la regratte. C'est-à-dire ceux qui récupéraient tout ce que les restaurants huppés jetaient. Puisque la plupart de ceux qui avaient beaucoup d'argent allaient manger dans les restaurants, ne mangeaient que la moitié de leur plat, et on balançait le tout à la poubelle. Autant vous dire que le soir même, quand les restaurants étaient terminés, on voyait souvent les regrattiers tous les jours, toutes les nuits, essayer de faire toutes les poubelles pour récupérer de tout. Ça pouvait être au départ des vêtements, ça pouvait être des ustensiles, ça pouvait être... On récupérait tout, on reconfectionnait tout si c'était de l'accessoire, et si c'était de la nourriture, bah pareil, on récupérait tout, quel que soit l'état, que ce soit encore bon à manger, ou avarié, ou moisi, on récupérait tout, on mettait tout ça dans une marmite, on mélangeait jusqu'à ce que tout devienne une bonne vieille bouillie, on mettait des épices et tout ce qu'il fallait pour cacher le goût, et puis on vendait ça, bah qui voulait bien, aux miséreux qui se baladaient dans les rues, et ces pauvres miséreux bah, mangeaient souvent de quelque chose de pas très naturel, mais on appelait ça les regrattiers, il fallait bien que chacun puisse vivre de son propre métier. On avait également les porteurs de glace, parce qu'on n'avait pas de frigo à cette époque-là, ni de congélateur, donc il fallait aller chercher les glaçons. Pour aller chercher les glaçons, eh ben, il fallait aller sur les glaciers ou dans les montagnes, de toute façon pour en récupérer, on les descendait et on les mettait sur la paille, puisque le commerce de la paille était également très important pour pouvoir aussi garder les morceaux de glace. Et, alors celui-là il est énorme, on s'inventait des métiers de dingue. Alors celui-ci, je vais vous laisser le découvrir. Alors on a plusieurs indices. On a le titre, au coup de pied dans le cul. On a la devanture, avec des chaussures qui sont là. On a quand même une très belle devanture. On a un monsieur qui est quand même relativement bien habillé, avec un calot qui fait penser au calot des instituteurs. Et puis surtout, quand on regarde en dessous, on voit la taille de ses tatanes. Alors lui, il a des morceaux de godasse qui sont comme ça. À quoi pouvait-il bien servir? Quel est le métier que cet homme-là a pu inventer? Eh bien, on l'appelait le botte-train. Le botte-train, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Bah, simplement, c'était celui qui s'était inventé un diplôme d'éducation. Il était là pour amener l'éducation aux enfants qui ne voulaient pas écouter leurs parents. Alors que, vous savez, à cette époque-là, on avait les grandes familles, qu'on soit d'ailleurs pauvres comme riches. On avait beaucoup d'enfants. Et plus on avait d'enfants, plus il était compliqué de toute façon de les faire entendre raison quand on voulait qu'ils suivent les ordres de la famille. Donc avant même la calotte, avant la gifle, avant la torgnole et tout ça, il y avait d'abord le botte-train. Ça se passait en pleine rue. Et c'est véridique ce que je vous raconte. Ça se passait en pleine rue, aux yeux de tout le monde. La famille amenait son gamin pour se faire botter le train. Exactement. Pascal. Ah ouais, c'était sympa.
Alors bien sûr, le monsieur parlait avec des grands mots, des grandes phrases d'abord aux parents, et puis ensuite il sermonnait l'enfant comme il fallait. Ah, il ne le tapait pas, hein. Non, non, juste il le sermonnait comme il fallait, avec des mots très durs, de manière quand même un peu à l'humilier, et ensuite il le sortait dans la rue, sur le trottoir, devant tout le monde. Il le mettait, comme vous imaginez quand on était gamin, qu'on se prenait des fessées, on était comme ça. Le monsieur prenait de l'élan, et avec ses grosses chaussures, il mettait 3-4 morceaux de coups de pied dans les fesses du gamin. L'humiliation que ça provoquait devant tout le monde, en pleine rue, normalement, suffisait à ce que le gamin ne recommence plus ses bêtises. Et dans ces magasins-là, je peux vous dire qu'on faisait la queue hein, pour avoir bénéficié des services de ce monsieur. Voilà, comme quoi, vous voyez, une fois de plus, c'est un métier qu'on a inventé, qu'on ne connaissait pas, et comme celui-ci qui était chanteur de magasin. C'est-à-dire que pour attirer les foules, dans le magasin, on avait quelqu'un qui était là, avec sa guitare, en train de chanter, de faire de la musique, et c'était, comment dire, comme quand on va dans les magasins, les grands magasins, on a de la musique qui passe dans les oreilles, c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. On avait les lecteurs d'usine, ceux qui étaient là dans les usines et qui lisaient des informations, le journal, ou qui lisaient des livres. Voilà, on le voit ici. Il est au-dessus de tout le monde, sur sa chaise, ou sur son estrade. Les autres sont en train de travailler, et lui il est en train de lire un bouquin pour tout le monde, pour faire en sorte que le temps passe plus vite, vous voyez. Comme ça, au moins, chacun était informé des informations de ce qui se passait dans le monde, ou en France, ou sur le territoire, ou dans le village, ou dans la ville. Vous voyez, parce que sinon on n'avait pas forcément beaucoup d'accès à l'information. On avait également les crieurs de rue, qui étaient là pour tout expliquer, pareil, les naissances, mais aussi les morts. Les crieurs de mort, comme on les appelait. Des gens qui étaient très respectés, car sans eux, on n'avait absolument aucune information. Les crieurs de rue pouvaient venir avec de différentes manières. Hein. Avec le tambour, avec la trompette, avec le clairon, comme on le voit ici, ou encore avec le porte-voix, comme ici. Quoi. Alors ça, c'est également un métier assez particulier. Je vais vous laisser deviner ce qu'il fait. Il n'est pas laveur de carreaux, quoi. Non, ce ne sont pas les laveurs de carreaux. Pendant ce temps-là, je vois un ch'ti canon, encore à l'ancienne. Allez, donnez des propositions. Alors, c'est pas un laveur de carreaux. Il n'est pas en train d'allumer les becs de gaz. Ah oui, vous pouvez donner les réponses à la rigueur si vous voulez. Merci Carole pour l'info. Vous pouvez donner les réponses, pourquoi pas si vous voulez. Donc, il n'est pas en train d'allumer un bec de gaz. Il n'est pas en train de laver les carreaux. Il est en train de relever les rideaux. Il est en train de relever des rideaux, non. Malik dit allumeur de lampadaire. Non, pas allumeur de lampadaire. Ah ah. Allez, pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vous donne la réponse. Ou peut-être qu'avec d'autres photos, ça va vous aider. Celle-ci, je pense pas trop. Par contre, celle-ci, ça peut peut-être vous aider, elle fait exactement le même métier. Et là, elle a une petite sarbacane. Ah, je sais. C'est pour réveiller les gens. Eh oui, c'est le réveil matin, les copains. Exactement. C'est comme ça qu'on réveillait les gens. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on n'avait pas de montre, on n'avait pas forcément d'horloge. Le seul moyen de savoir l'heure qu'il était, c'était d'écouter lorsque les cloches sonnaient au clocher du village, ou alors d'avoir justement le clocher en face de chez soi pour savoir régulièrement l'heure qu'il était. Mais quand on n'avait pas cette possibilité-là, comment voulez-vous vous réveiller à l'heure pour aller travailler? Oui, ceux qui se lèvent avec le coq, quand on n'a pas de coq en pleine ville, ou quand les volets sont fermés, quand la lumière du jour ne nous réveille pas, comment on fait? Eh bien, on fait appel au réveilleur, tout simplement. Alors, différentes méthodes pour le faire. On appelle le réveilleur, on lui dit de passer, on lui dit à quelle heure on veut être réveillé. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va venir soit avec sa grande perche pour aller taper au carreau, soit avec la sarbacane. Bon, il faut quand même bien viser. Faut quand même bien viser pour aller taper dans les fenêtres, les bonnes fenêtres, parce que si c'est celle du voisin d'à côté et qui ne se réveille pas à la même heure, je pense que l'ambiance devait être sympathique. Encore une fois, un autre exemple d'un métier insolite que nos aïeux ont inventé. Tiens, je vous parlais des regrattiers tout à l'heure, en voilà une autre série. Alors on avait ceux aussi qui faisaient le commerce de la paille. Eh oui, parce que la paille était, une fois que les moissons étaient faites, on récupérait la paille, ça servait à plein de trucs. Ça servait pour quoi? Pour faire les paillasses. Pour faire les paillasses, pour faire les chapeaux, pour faire les chaises, pour faire des petits objets usuels, des décorations ou autres. Et puis ça servait aussi pour, à cette époque-là, on n'avait pas de carton, on n'avait pas de choses comme ça pour protéger les accessoires fragiles.
Et bien on tressait de la paille et on les enrubanait avec on enrubanait les accessoires fragiles avec toute cette paille. Et puis on avait également la paille industrielle, c'est-à-dire qui avait déjà servi, on la réutilisait pour la mettre dans les canalisations, enfin à la sortie des canalisations pour traiter les eaux usées, pour faire un filtre. Et puis on avait les vanniers on a parlé des chaises et tout ça, on faisait plein d'objets que maintenant on ne retrouve plus de toute façon, puisqu'on a le plastique, on a toutes ces choses-là qui ont remplacé. Mais à cette époque-là, on avait la paille. Joël? Non? Non, j'ai dit qu'ils faisaient des paniers. On faisait les paniers également. Donc vous voyez, le commerce était très important, on avait les dentelières. D'ailleurs, on en a encore des dentelières maintenant. Et puis là, un petit hommage quand même à l'une de mes patries de cœur, l'Ardèche, avec le travail de la soie, Ah oui. la sériculture, avec les maniaous, comme on appelait. Les maniaous, c'était les vers à soie, justement, les cocons. Alors, il faut savoir que la soie, en fait, je vous plante le décor. C'était découvert par les Chinois, oh là, il y a 5000 ans, me semble-t-il. En fait, simplement, une princesse buvait son thé sous un mûrier platane, qui est justement l'arbre préféré des maniaous, des vers à soie, enfin des chenilles, et qui du coup, en train de boire son thé, voit un cocon tomber dans sa tasse. Elle essaie de le récupérer, mais c'est glissant, c'est gluant, c'est un peu bizarre. Et justement, elle arrive à prendre un bout de fil, et en posant sa tasse et en essayant de faire sortir le cocon, elle va dévider et dévider ce fil à l'infini. Puisqu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul fil sur les cocons de vers à soie. Et elle va le dérouler, dérouler, dérouler. Et avec la chaleur du thé, c'est justement la tradition qui est restée, plus quelques autres manipulations. Mais en tout cas, en Chine, ensuite le travail de la soie a été interdit en dehors du territoire. C'est-à-dire que les Chinois, enfin l'empereur chinois a gardé le secret pendant près de 3000 ans. C'est pour ça qu'il est arrivé très tard en Europe, et aux alentours du 8e siècle en Europe. Et ensuite on l'a fait développer dans différentes régions, dont l'Ardèche, parce que Henri V voulait au 15e, 16e siècle, je ne sais plus exactement, bref, voulait développer justement cette industrie. Il a fait en sorte de planter des mûriers platanes dans plein de régions, pas que l'Ardèche, mais notamment en Ardèche. Et c'est à partir de ce moment-là que le travail de la soie s'est développé. Alors d'abord chez tout à chacun, chez les paysans. Chez nous en Ardèche, justement, vous avez des maisons avec des ouvertures en forme d'arc, comme ça, pour ce qui concerne les fenêtres. Et c'était une ancienne magnanerie, comme on dit. C'est-à-dire que chaque habitant pouvait faire ses propres élevages de vers à soie. Et ensuite, on a eu les tisserands, les canutes, comme on les appelait, du même nom que de leur propre machine, qui fabriquaient la soie. Et on faisait ça en famille, puisque ça rapportait un petit peu d'argent. Sous les jupes des mamies. Et on les mettait sous les jupes des mamies pour les réchauffer. Et vous savez comment on faisait pour récupérer le premier brin? Parce que comme il n'y a qu'un brin, il fallait le trouver le bout. Et on prenait un petit balai de bruyère, une petite touffe de bruyère, on frottait comme ça contre le cocon, et en général on arrivait à trouver le premier bout. Ensuite on tirait dessus, on le vidait, enfin on le faisait chauffer à l'étuvée à 80 degrés, on le faisait tremper, machin, compagnie. Ensuite on prenait le morceau de bruyère pour tirer le fil, hop, on le mettait sur une bobine, et puis après ça partait dans les usines où on confectionnait ses propres vêtements de soie, car tous les vêtements de soie, même en Chine, ont été fabriqués avec du fil de vers à soie, de maniaou. Pas d'autres soie d'araignée ou quoi que ce soit, n'y croyez surtout pas. C'était toujours du vers à soie. Donc voilà, c'était petit clin d'œil à ma nouvelle patrie de cœur, qui est l'Ardèche. Et puis pour terminer, un autre petit clin d'œil cette fois-ci à mon autre patrie de cœur que j'ai quittée mais qui reste toujours là. Les Mauriennais, la Savoie, avec les ardoisiers. Et oui, les ardoisiers, comment vous croyez, quand on était à l'école, les gens, comment vous croyez, d'où croyez-vous qu'elles venaient, les ardoises qu'on avait quand on écrivait à l'école? Elles venaient de la Maurienne pour la plupart. Ah ouais, je peux vous le dire, pour avoir regardé un petit peu tout ça et étudié un petit peu tout ça, la plupart venaient de toutes les mines qui y a en Maurienne. Alors c'est ça qui est étonnant, si un jour vous allez vous promener en Maurienne, vous allez voir, vous avez les montagnes qui sont d'un côté de l'autre, et vous avez des trous dedans. Et alors, au début, quand je suis arrivé, moi en Maurienne, il y a 20 ans de ça, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est des grottes rupestres, oh là là, moi qui adore la préhistoire, ça va être génial, machin. Non, en fait, c'était les trous qui avaient été, les grottes qui avaient été creusées, enfin les tunnels qui avaient été creusés par tous les ardoisiers pour pouvoir extraire justement cette pierre et ensuite la confectionner. Autant vous dire qu'il y a eu des morts, c'était un métier très très compliqué. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le métier d'ardoisier si vous vous y intéressez, au vieux métier. Allez voir le métier d'ardoisier, ce que c'est. Allez vous promener en Maurienne aussi, c'est une superbe région.
Et donc voilà, c'était mon petit clin d'œil également à mes deux patries de cœur, qui sont l'Ardèche et la Savoie. Bah tiens, vous voyez. Et bah, on va arriver petit à petit à la fin de notre petite aventure, avec une autre petite histoire pour terminer, puis peut-être que je vous ferai une petite chanson à la fin, puis on discutera par internet interposé pour ceux qui veulent rester, parce que je crois qu'on a, ça y est, on a bouclé l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin des métiers insolites, il y en a eu des mille et des mille et des mille, je ne sais combien. Regardez, on en a encore quelques-uns. Le ramasseur de crottins, ah oui, pour mettre dans les champs et tout ça, qui justement, je peux vous dire que les routes étaient propres. Hein. On allait vite ramasser le crottin dès qu'il y avait un canasson ou un âne qui avait posé son petit caca, on allait vite le ramasser parce que ça s'échangeait à prix d'or, justement, tout ça. On avait les charbonniers. Si vous avez quelqu'un, et nous on connaît quelqu'un qui s'appelle Charbonnier, il est fort possible que l'un de ses ancêtres, justement, fabriquait le charbon, comme ça, en pleine forêt, avec les grosses étuves, qu'elles soient en métal ou qu'elles soient en bois. C'est comme ça qu'on fabriquait le charbon pour permettre aux industries de travailler ou pour pouvoir se réchauffer nous-mêmes. Le fournier, le boulanger, qui était également indispensable dans le village. À l'époque, bah tiens, c'est un peu la même corvée. C'est-à-dire que, je finirai peut-être avec cette histoire-là. C'est que dans les villages, on avait toujours, chacun fabriquait son pâton. Chaque famille fabriquait son pâton, et on avait une petite ardoise d'ailleurs. Maintenant que l'on est en train de remettre à neuf la plupart des fours banaux, des fours des villages, et bien vous avez une petite ardoise sur le côté où on inscrit la soirée pizza, la soirée pain, machin et compagnie. À l'époque, on ne mettait pas ça, on mettait simplement le nom de la famille qui devait venir faire cuire son pain, ou celle qui devait allumer le feu dans le four, parce que c'était, comme on parlait tout à l'heure de récurer la fontaine et tout ça, ça faisait partie des différents travaux des villageois pour l'ensemble du village, vous voyez, chacun avait sa propre corvée. Et quand, encore une fois, c'était assez compliqué de faire en sorte que les gens s'accordent là-dessus, au bout d'un moment, il y en a un qui prenait le rôle de boulanger, et comme on l'appelait à l'époque, le fournier. Donc si vous avez là aussi des gens que vous connaissez qui s'appellent fournier, c'est certainement que l'un de ses ancêtres, l'un de leurs ancêtres a été boulanger d'un village, voyez. Et justement, on va terminer avec une petite histoire comme ça. Imaginez dans votre village à vous. Voilà, nous on est à Villeneuve-de-Berre, en Ardèche. On pourrait dire, tiens, qu'à l'époque c'était la même chose. Je ne sais pas où est situé le four ici, mais on va partir là-dessus. À Villeneuve-de-Berre, il y avait un boulanger, un fournier, qui avait un caractère. Mais un caractère. Il était toujours en train de râler, point oui, point non, toujours en train de pester, et que sa pâte était pas prête, et que le four était trop chaud, et que le pain était trop cuit. Bref, il y avait toujours quelque chose, si bien que chaque fois qu'il commençait à sentir monter la pression, il y avait la mère et la fille qui partaient loin, le plus loin possible. Et ce jour-là, une fois de plus, bon, mais c'était pas de possible, mais qu'est-ce que j'ai fait encore là? Bon, j'ai pas du tout l'accent ardéchois. Et là, alors qu'il est tourné, et il est dos à son four, on entend la petite porte du four en métal qui s'ouvre. Et on entend. Alors, boulanger, encore en train de pester à ce que je vois. Le boulanger se retourne. Hein, et qu'est-ce qu'il voit? Un petit personnage bizarre, grand comme ça, avec deux cornes comme ça, avec des dents pointues, une queue pointue, une petite fourche et un regard maléfique. Et il regarde et qui lui dit Alors, mon fournier, hein? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est parce que j'ai fait. Oh, la belle affaire! C'est ça, ton pain est trop cuit, gna. Ah, mais n'en as-tu pas marre à chaque fois de râler dans tous les sens? Bon, écoute-moi bien, fournier. Mais vous êtes qui, vous? Ah! Vous êtes le diable, c'est ça? Mais non, je ne suis pas le diable. C'est très gentil de ta part, mais non, je ne suis pas le diable. Oh, disons que je suis un de ces sous-fifres. Je suis un diablotin, comme on pourrait dire. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je donne mon âme au diable? Oh, mais non, ne va pas jusque-là, fournier, boulanger. De toute façon, avec ta pauvre âme, j'attendrai simplement que tu meurs et je ramasserai ton âme qui traîne dans la boue. Je ne vais quand même pas m'amuser et perdre du temps avec toi. Non, je veux juste te rendre un service. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fais? Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fais? Il va falloir que tu m'enlèves une petite brique à l'intérieur de ton four
Et gratuitement, c'est moi qui surveillerai la cuisson de ton pain, Fournier. Et grâce à moi, ton pain fera fureur dans toutes les environs. Et, bien sûr, une fois que les gens seront en furie pour venir te l'acheter, et quand on est en furie, on est prêt à donner son âme au diable, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, le reste, c'est mon affaire. Bon. De toute façon, moi, je veux rien savoir. Moi, l'important pour moi, c'est que je récupère des sous et puis que mon pain, il s'en aille et c'est très bien. Oui. Alors, dépêche-toi de m'enlever une petite brique et de manière à ce que je puisse me mettre à l'intérieur du four et surveiller la cuisson de ton pain. Oui. Voilà le fournier qui s'affaire, qui décèle une brique de son four et qui, prête justement à faire la nouvelle fournée, invite le petit diablotin à aller se positionner pour la cuisson du pain. Comme il l'avait prédit, une fois le four terminé, enfin la cuisson terminée, eh bien, le petit diablotin dit « Voilà! Alors maintenant, je te laisse le vendre. Rassure-toi, tu ne vas pas attendre bien longtemps avant que l'information fasse le tour des environs. Les gens viendront déguster le pain du boulanger. D'ici même ton pain, ton propre pain. Ils viendront de tous les alentours. Allez, quant à moi, je te laisse. » Et il disparaît. Et en effet, comme l'avait prédit le petit diablotin, le pain est délicieux, comme jamais, mais comme jamais le fournier du village n'avait réussi à faire jusqu'à maintenant. C'en était même étonnant. Les gens venaient des villages alentours pour venir les déguster. Un pain bien doré, une croûte bien dorée avec une mie bien blanche et bien moelleuse. Qu'est-ce qu'il était bon. Ce que le petit diablotin avait forcément oublié de dire, c'est que tous ceux qui ne mangeraient ne serait-ce qu'une petite miette du pain du boulanger auraient le même caractère que le boulanger et entreraient tous dans des furies interminables. D'ailleurs, le premier à en faire les frais, c'était Pierre, le sabotier. Il était en train de confectionner ses sabots, comme d'habitude, chez lui. Et là, ses enfants avaient l'habitude, quant à eux, de prendre leur goûter avec une tartine et un morceau de tome. Et ils se mettaient l'un en face de l'autre. Et ils dégustaient en se regardant ou en se racontant des histoires. Mais ce jour-là... Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Je te regarde pas. C'est qui me regarde? Non, c'est toi qui me regardes. Non, c'est toi qui me regardes, baisse les yeux. Je suis plus grand que toi. On est jumeaux, qu'est-ce que tu racontes? Je suis né avant toi. Ouais, 3 secondes avant. Je veux pas savoir, tu baisses les yeux. Non, c'est toi qui baisse les yeux. Et les voilà qui commencent à pim, 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 pam, 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 pam. Et ça fait la bagarre. Et Pierre le sabotier arrive sur ses entrefaites avec son morceau dans la main, là, qu'il n'est pas terminé. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites, les gamins, mon Dieu? Hein? Mais arrêtez de vous chaver. Bon, je vais taper l'un sur l'autre, là. Poussez-vous là. Arrête là-bas. Va de l'autre côté. Va de l'autre côté, salut. Sinon, je vais te... Tu vois celui-là? Bon, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas possible. Allez vous calmer. Allez, mais les gamins sont partis chacun de leur côté pour aller se calmer. Mais Pierre le sabotier, ça y est, il est énervé. Alors comment il fait? Il prend son travail. Eh oui. Et puis il essaye. Mais il n'y a rien à faire. Maintenant qu'il est énervé, plus il est énervé, plus il loupe son travail. Et plus il loupe son travail, et plus il est énervé. Le seul moyen de se calmer, c'est d'aller au troquet, à l'auberge du coin pour aller boire un petit quelon. Eh ouais. Le problème, c'est quand Pierre le sabotier rentre dans l'auberge, il a à peine ouvert la porte qu'il manque de se prendre, je ne sais quoi, une gamelle dans la figure. Parce qu'à l'intérieur de l'auberge, malheur, ils sont déjà tous en train de se cogner dessus. Et comment vous tenez? Et pim, et paf, et poum, et pim, et paf. Oh là là là. Il y en a deux qui ressortent avec des cocards comme ça. Quand Pierre le sabotier, il les laisse passer. Et à un moment, il voit justement le fournier, le boulanger, là, juste à l'autre bout de la rue, qui est avec un regard et un sourire maléfique, en train de compter son amas de pièces, car beaucoup de gens sont venus chercher c'est son pain, il est arrivé. Et lui, il a plein de pièces dans sa main. Tout d'un coup, le sabotier lui dit « J'ai pas l'habitude de le voir comme ça avec le sourire, le père Fournier, là, t'es que c'est ça. Oh, si ça se trouve, c'est lui qui a mis un truc dans la pâte. Si ça se trouve, c'est lui qui nous a rendus dans cet état-là. Oh les gars !» Il crie dans l'auberge. « Oh les gars, venez voir, c'est le boulanger qui nous a empoisonnés. Venez, on va les courir après, on va le tuer. Venez vite, on va le rosser. » Et voilà tous les gars du village qui partent après le boulanger qui était là.
c'est à moi qu'ils en veulent. Le voilà qui part. Et qui part dans le village et qui court dans toutes les rues pour essayer d'échapper à tous les autres villageois. Il va même voir le bailli. Alors le bailli, c'est le, comment dire, l'ancien maire du village. Voilà, c'était à peu près ça. Un regroupement de chefs de famille, c'était le chef de tous les chefs. Il va cogner à la porte du bailli. Bailli, dépêchez-vous. Ils vont me tuer, mais ouvrez la porte. La porte s'ouvre. On voit le bailli en train de manger sa tartine. Qu'est-ce qui t'arrive, boulanger? Hop, la populace, là, on se calme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est lui qui a mis des trucs dans le pain, c'est pour ça qu'on est tout foufou, et... Oh. Mais arrêtez, boulanger, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas moi, vas-y, c'est pas moi. Bon, je n'aurai jamais la solution à cette histoire. Bon, le peuple, vous voulez faire quoi? On va le tuer, prenez-le. Et toi, tu veux quoi? Moi, je veux pas qu'on me pende, moi, je suis boulanger. Ah oui, si on le tue, qui c'est qui va faire le pain? Ah, bah oui, c'est là, on n'y avait pas pensé, là, qu'ils se disent tous, là. Bon, le bailli a une idée. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Bah, vous avez qu'à lui arracher un peu les ongles des pieds, ce sera largement suffisant, vous aurez votre vengeance, et puis tout ira bien. Le boulanger. Quoi? Mes ongles de pied? Ah. Heureusement pour lui, l'effet s'est estompé juste à temps. Il a pu repartir chez lui. Bon, sa femme et sa fille étaient partis depuis bien longtemps de toute façon. Il a juste pris le temps de rentrer chez lui, de prendre une immense masse et de casser complètement. Il a réduit à néant le four qui avait accueilli ce maudit petit diablotin. Ah, il a fallu en reconstruire un autre à côté. Alors il a reconstruit son autre four à côté. Les gens continuaient de venir prendre son pain, les gens... Alors plus les gens des autres villages, non. Alors parce que le fournier avait repris son activité normale et faisait un pain normal, comme avant. Ce qui fait qu'il n'y avait plus rien d'exceptionnel. Mais en tout cas, chacun avait retrouvé ses esprits et le calme était revenu dans le village. Et ben voilà mes petits amis. Hop. C'est terminé, c'était notre petite histoire de la vie d'antan, vous voyez. En tout cas, j'ai été ravi de faire cela avec vous. J'espère que ça vous a plu. On va aller lire les commentaires que vous avez laissés. Je vous fais d'énormes bisous, on va finir en musique. Tiens, je voulais faire une petite chanson pour deux petites chansons pour mes copains de l'Ardèche et mes copains de la Savoie. Vous allez tous pouvoir reprendre avec moi, puisque normalement vous connaissez un petit peu tout ça. Quand même. Allez, on va faire la première de l'ami Ferrat. Et oui, pour les Ardéchois. Le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tobe de chèvre. Attention, pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on l'imaginer? En voyant un bol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Vous avez le droit de chanter chez vous, hein? Ouais, je vous vois, hein. Sur le canapé, vous pouvez faire comme ça. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murets jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient les centenaires à ne plus que savoir en faire, si ne vous tournez pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. Allez, tous ensemble. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal,
Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite seule. Il faut avoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM pour manger le poulet aux hormones. Attention, tous ensemble, 3, 12. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Voyons un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Merci les copains! Bisous Momo! Attends, on n'a pas fini, puisque cette fois c'est petit hommage à nos copains de la montagne, de la Maurienne, de la Savoie les copains, vous la savez celle-ci. Étoile des neiges, mais les versions un peu speed quand même, histoire de finir en beauté. Hein Jojo? Ouais Jojo, elle est là! Et vous avez le droit de taper dans les mains les copains pour terminer? Je pense que ça va être comme ça. Allez! Dans un coin perdu des montagnes, un tout petit Savoyard chantait mon amour dans le calme du soir, près de la bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la nuit, j'en fais serment. Et là soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à plus jamais plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours fleurirent, il s'en revint au amour. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Allez tous ensemble, étoile des neiges, les garçons d'honneur, alors ta bonne tout campé, je portant les fleurs. Par voir un maillage, fini mon histoire, de la bergère et de son petit Savoyard. Étoile des neiges, les garçons d'honneur, pour ton cortège, portant des fleurs. Par un mariage, fini mon histoire, de la bergère et de son petit Savoyard. Par un mariage, fini mon histoire, de la bergère et de son petit Savoyard. Et ben voilà les copains, merci à toutes et à tous. J'espère que écoutez de cette soirée improvisée sur les contes et la vie dans le temps, la vie de nos aïeux vous a bien plu. Et ben écoutez, je vous remercie tous. Mais chérie, on a des gens d'où là? On va faire des bisous à tout le monde parce que. Il y a Cécile, il y a Malik, il y a Ambre, Eric, Vanessa, Jade et Zoé, Ah mes filles d'amour, Enzo, Léo, Cindy. voisin, ma Clo-Clo elle est là. Oui. Plein de monde, plein de monde. Tonton Lafleur. Tonton Lafleur, on a les Malouins, on a les Bretons, Bichou. on a les Savoyards et les Mauriennais, Karine, Zaz. on a les Gardois, ça va les Milandes. Et puis on a les voisins d'à côté aussi. Hein. Oui. Eh bien écoutez, mes petits amis, je vais aller venir vous voir de plus près. Eh ben moi je vous fais d'énormes bisous, merci à ma chérie qui a fait la technique derrière. C'est la première fois qu'on faisait un
vrai live YouTube. Hein. La première, c'était pour la moyenne, on avait fait le trappeur. Ouais. Et puis là, on s'était dit, tiens, allez, pourquoi pas, de toute façon, il n'y a rien à la télé le mercredi. Autant qu'on se fasse plaisir avec un petit live de contes et d'histoires. J'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a plu, bah, j'ai encore plein d'histoires à vous proposer, moi. Donc on pourra recommencer. Alors peut-être pas avec des images, parce que ça se travaille quand même. Mais en tout cas, ça sera avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre nos aventures sur la chaîne YouTube Tonton Yann Yannim. Je mets également des comptes. J'ai mis un compte Art des Choix il y a 3-4 jours. J'en ai encore d'autres à mettre de toute façon, des comptes de toute la région. Et puis oui, alors, merci également à Marie-Cécile avec Esperluette, sa web radio, pour laquelle j'ai également raconté plein d'histoires et qu'elle met en podcast. Donc n'hésitez pas, c'est esperluette-podcast.fr, hein, Marie-Cécile de toute façon. Et puis on peut remercier, puisqu'on remercie plein de monde, mais à chaque fois j'oublie. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, on a 75 abonnés déjà. Et là, il y avait 40 personnes qui sont venues. 40 personnes, bah écoutez, c'était super, j'en attendais pas autant. Merci à toutes. Et Coco, on a oublié Coco. On a oublié Coco, on a oublié le Bichou, on a oublié plein de gens encore. Je Voilà. sais pas, on va découvrir au fur et à mesure. Et il y a Seb et Tata Stéphanie Monique, aussi. Tata Monique, elle est là. Il y a Tata Monique, alors. Tata Monique. En tout cas, merci à tous, ça m'a fait super plaisir de voir. Et il y que vous avait étiez Odalis connectés. aussi. Odalis aussi, ils étaient là, les gars. Odalis était là aussi. Nickel. Merci à toutes et à tous, restez confinés, restez chez vous, on en a encore pour un petit moment. Bon, bref, on verra bien ce qu'il en est. De toute façon, ça va être improvisation totale. Bisous Allez, tout le d'énormes monde. bisous. Bisous, bisous. Bisous tout le monde, on vous aime fort. C'était les Arts des Choix, Mauriennais, Malouin, bref. Allez, ciao, bye bye.